L'idée du film, c'est une idée originale, mais elle vient du rapprochement de deux anniversaires, en réalité. L'année 2019, c'est une année très particulière pour l'OIT, puisque c'est l'année de son centenaire. L'Organisation internationale du travail a été créée après la Première Guerre mondiale, dans le cadre du traité de Versailles. Et finalement, quelques années après, l'olympisme s'est développé avec l'appel du baron Pierre de Coubertin. On a organisé les premiers Jeux olympiques en 1924 à Paris, et quelques années plus tard, l'OIT et le CIO ont formalisé leur coopération et on va fêter les 90 ans de cette coopération. Donc finalement l'olympisme et l'OIT, lorsque le mouvement olympique et lorsque l'OIT célèbrent l'anniversaire de leur création, c'est l'occasion de montrer qu'elles partagent en réalité beaucoup de choses. Plus jamais ça. Au sortir de la Grande Guerre, celle qui devait être la der des der, les gouvernants du monde entier s'interrogent sur les moyens d'assurer une paix durable. Pour les membres de la Commission internationale du travail, une paix universelle et durable ne peut se bâtir que sur la justice sociale. Le 28 juin 1919, sous l'égide du traité de Versailles, naît l'Organisation internationale du travail. C'est un organisme tripartite, le seul de son espèce, qui réunit représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs des 5 continents. 42 États composent les membres originaires de l'OIT, qui installera son siège en 1920 à Genève. Dans son préambule, la constitution de l'OIT indique ainsi : les hautes parties contractantes sont mues par des sentiments de justice et d'humanité, aussi bien que par le désir d'assurer une paix mondiale durable. Et pour l'OIT, il ne saurait y avoir de paix universelle et durable sans un traitement décent des travailleurs. Le traitement décent des travailleurs est un sujet qui occupe depuis longtemps Albert Thomas. Membre de la SFIO, proche de Jean Jaurès, partisan de l'Union industrielle pour la paix sociale, cet homme de conviction est nommé premier directeur du bureau de l'OIT et impulse dès le début de son mandat une très forte dynamique à l'organisation. C'est au milieu d'une crise sans précédent, au milieu des difficultés inouïes où se débat l'économie mondiale, que le Bureau international du travail doit aujourd'hui poursuivre sa tâche. Déjà, le jeune ministre de l'Armement et des Fabrications de guerre interdisait le 3 juillet 1916 le travail de nuit pour les femmes de moins de 18 ans dans les usines de guerre et limitait le travail à 10 heures pour les femmes de 18 à 21 ans. Ce qui est, pour l'époque, une vraie révolution. Depuis 20 siècles, la femme n'a été que le repos du guerrier. On a maintenant besoin d'elle pour des tâches moins frivoles. Les femmes vont prendre conscience du fait qu'elles peuvent, dans la plupart des cas, tenir la place des hommes. Elles ne l'oublieront plus. Pour Albert Thomas, la guerre est un laboratoire pour l'établissement de nouvelles relations de travail. Redevenu député en 1918, il écrit ainsi : Si cette guerre a véritablement été la guerre du droit, la guerre de la justice, il faut qu'au point de vue social aussi, cette conception du droit et de la justice se trouve réalisée. Nous demandons le vote d'une mesure utile, non seulement pour la classe ouvrière, mais aussi pour l'ensemble du pays et pour sa grandeur économique. Le 17 avril 1919, Albert Thomas défend devant la Chambre des députés sa proposition de loi sur les 8 heures. Son but est triple : répondre aux aspirations ouvrières, indiquer la nécessité de reprendre d'urgence la reconstruction du pays, marquer que la France est à la pointe du mouvement social engagé par les traités de paix. Il conçoit ainsi la journée d'un ouvrier. L'ouvrier se lève à 6 heures. Comptons une demi-heure comme temps nécessaire à la toilette. Une demi-heure ou 3/4 d'heure pour la préparation du repas et à peu près le même temps pour le repas lui-même. En tout, 1h30. De la maison à l'usine, supposons une grande région comme la région parisienne, 1 heure. Ce n'est qu'à 8h30 que le travail peut commencer. 12h30, le casse-croûte, 13h, la reprise, 17h, l'arrêt du travail. C'est là que doivent se placer les heures de distraction.
le repas familial, la vie de réunion et de lecture, de jeu avec les enfants. Pour la règle, fixons le coucher à 22 heures. Ainsi se trouvent réalisés les 3-8, 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs. Le temps libre, les loisirs de l'ouvrier, un autre homme s'en préoccupe. C'est un aristocrate, un ancien sportif de haut niveau. Il est le père du sport moderne, il a réinventé les Jeux Olympiques en 1896. Il obtient les Jeux à Paris en 1924, où des sportifs mythiques se révéleront, à l'image de Harold Abrahams ou de Johnny Weissmuller. Pierre de Coubertin sera jusqu'en 1926 l'incontournable président du CIO. Mais en 1923, le baron Pierre de Coubertin est investi sur un autre sujet. Il rédige un mémoire sur l'instruction supérieure des travailleurs manuels et l'organisation des universités ouvrières. Des Coubertin, plein d'idées bouillonnants, etc., nous a même légué, ici au BIT, un manuscrit sur les universités ouvrières, sur un programme qui concernerait les universités ouvrières, donc l'accès des ouvriers à la culture et même à l'éducation par des universités, alors que normalement, à l'époque, ce n'était pas vraiment un élément moderne, c'était plutôt innovateur. Nul ne saurait nier que le prolétariat n'ait été tenu systématiquement écarté de la culture désintéressée, les classes possédantes s'étant bornées à lui ouvrir tardivement, et comme à regret, l'accès d'un enseignement professionnel. Et cela dans la mesure où le rendement productif de l'ouvrier pouvait s'en trouver accru. Et pourtant, il est depuis longtemps prouvé que, loin de s'opposer, le labeur du cerveau et celui des muscles s'appuient et s'équilibrent. Il n'est donc plus admissible qu'on dresse une barrière de principe entre le travailleur manuel et l'instruction supérieure. Pour pouvoir, il faut savoir. Et pour savoir, il faut apprendre. Comment apprendre? L'outil désirable reste à forger. Il faut donc que le prolétariat crée lui-même l'outil de sa propre culture. La meilleure institution pour développer l'instruction supérieure des travailleurs manuels sera l'université ouvrière, qui doit appartenir aux ouvriers et être dirigée par eux. Les cours ne peuvent avoir lieu que le soir ou le samedi après-midi. La première rencontre était plutôt fracassante. Quand des Coubertin vient au BIT, il est vu comme quelqu'un qui a trop d'idées. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à satisfaire ses besoins et en même temps à comprendre en fait tout ce qu'il veut passer comme idées sur l'humanisme, sur les travailleurs, sur les universités ouvrières, sur le sport, sur les loisirs, sur la récréation. En même temps, il était aussi un petit peu, ce qu'on dit en anglais, workaholic. Donc, il aimait bien se mettre beaucoup de choses sur le dos. Pourquoi les BIT? Il aurait pu aller à une autre entité qui s'occupait à ce moment-là des travailleurs. Il vient au BIT parce que c'est une organisation universelle, déjà. Ça, c'est un point très important. Deuxièmement, elle s'occupe des travailleurs et des normes du travail. Donc, à mon avis, il voit tout de suite le fait de l'universalité. Si j'arrive à faire passer ça à l'intérieur d'un hémicycle qui est tripartite, qui s'occupe des normes internationales du travail, je peux faire de cette caisse de résonance universelle quelque chose de fondamental, qui va rester dans l'histoire. C'est en 1929 qu'il y a une réunion tripartite sectorielle, donc d'experts, au BIT, et l'expert numéro 1, c'est Pierre de Coubertin. Donc il est reconnu par ses pairs, mais il est reconnu au-delà de ses pairs par les gens du monde du travail. Ce qui est formidable, c'est qu'en décembre 2019, il va y avoir une réunion tripartite sur les travails décents dans les sports, c'est-à-dire 90 ans après, nous allons avoir une réunion
sur des thèmes qui concernent à peu près ce que Albert Thomas et Pierre de Coubertin avaient identifié comme étant à l'époque les thèmes majeurs autour des travailleurs. Je suis au fond très satisfait, mon cher ami, des 2 jours de débat que nous venons d'avoir sur ce sujet avec nos collègues internationaux. Bien qu'informels, et peut-être justement parce qu'informels, nos échanges pourraient opportunément nourrir le bureau de l'OIT et notre recommandation sur l'utilisation des loisirs de 1924 qui y manque encore d'application concrète. Je partage votre avis, mon cher Albert. Ces 2 journées ont été très riches. Au-delà des constats largement partagés par nos collègues, et ce, malgré la diversité des représentants, beaucoup de matière a été brassée et beaucoup de propositions ont été faites. Je retiens 2 obstacles majeurs à la généralisation de la pratique sportive ouvrière. L'insuffisance des équipements et des transports, l'absence d'habitude, d'éducation à la pratique physique. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit notre ami Franz Reichel, pour qui l'ouvrier doit pouvoir se rendre au parc avec un simple petit baluchon et y trouver gymnase ouvert et bassin de natation. Mais encore faut-il que des parcs de petite taille fleurissent partout sur le territoire national, en lieu et place des grands stades qui généralisent la pratique du sport, spectacle et du professionnalisme. Mais vous connaissez mon point de vue sur ce sujet. L'action des pouvoirs publics en ce domaine est un véritable devoir. Il y a 25 ans, aux États-Unis, la plupart des terrains appartenaient à des groupements privés. Aujourd'hui, presque toutes les villes possèdent un ou plusieurs équipements municipaux. Une fois assurés des terrains et des moyens de les atteindre, un autre problème se pose, Pierre. Celui des maîtres, du personnel enseignant. Il s'agit même là d'une question plus importante que celle des installations matérielles. Comme le dit notre collègue Schröder, je préfère un homme compétent à de coûteuses installations. Alors il n'y a pas de temps à perdre, non, car la formation des maîtres ne s'improvise pas. La culture physique est une science qui ne s'apprend pas en un mois, encore moins en une année. Si l'aide des pouvoirs publics est absolument nécessaire en ce qui concerne l'organisation matérielle du sport et de la culture physique, elle ne l'est pas moins pour lutter contre le second grand obstacle que nous évoquions, à savoir l'indifférence qu'ont de nombreux ouvriers à l'égard de la culture physique. Au fond, le meilleur moyen de lutter contre cette indifférence réside dans la préparation des esprits pendant l'enfance. C'est là, à l'école, que doit se créer ce goût du geste sportif. On rejoint donc totalement le point de vue de nos collègues Rachel, Guy Lévy, Thibaudeau, qui prônent l'inscription de l'éducation physique obligatoire dans les programmes scolaires. Voilà, où l'on boucle avec votre projet d'université ouvrière, mon cher ami. Tout comme Albert Thomas et de Coubertin étaient faits pour se rencontrer, même si au départ c'était assez fracassante la venue du baron de Coubertin ici au BIT. Je pense que les directeurs généraux du BIT et les présidents du CIO, ils aiment bien discuter de ces questions-là parce qu'ils savent que l'histoire compte dans ces dynamiques-là et parfois compte beaucoup. Le sport, pour Coubertin, était plutôt un moyen pour le développement social, comme il a démontré avec la coopération avec Albert Thomas, mais de l'autre côté aussi une contribution pour la paix. Nous avons vu une situation qui est comparable avec la situation aujourd'hui. Il y avait un nationalisme qui a grandi, il y avait des guerres, il y avait des risques de guerre, il y avait des grands problèmes sociaux. Et là, Coubertin a recréé les Jeux olympiques afin de faire les gens s'entendre mieux. Alors, pour contribuer à la paix
et aussi pour contribuer à une éducation meilleure et au développement social. C'est que le président Bach dit est très important parce que ça donne le contexte historique de ce que nous faisons aujourd'hui. Mais je veux ajouter aussi que rien n'est automatique dans cette histoire. Hein. Tout dépend des démarches, la volonté des hommes et des femmes. Hein. Les premiers contacts entre le premier directeur général de l'OIT, le premier président de la COI, tous les deux français d'ailleurs, hein, c'était très naturel. Ils ont compris tout de suite qu'il fallait travailler ensemble. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut parler vraiment d'un partenariat entre le COI et l'OIT. Les rapports entre deux organisations dépendent très souvent des rapports entre les responsables des deux organisations. C'est tout à fait naturel. Hein? Alors, je ne parle pas de Coubertin et d'Albert Thomas, des grands héros de l'histoire, mais là, je peux dire qu'on fait notre travail ensemble. Et nous le faisons plutôt bien avec une relation extrêmement cordiale, extrêmement amicale. Je dirais fraternelle de la côté de l'OIT. Hein. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Ça serait mieux. Je pense que nous sommes des amis. 99 ans après les premiers échanges entre l'OIT et le CIO pour rapprocher monde du travail et monde du sport, les organisations syndicales et patronales françaises signent la première charte sociale de l'histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques. 16 engagements visant à laisser un héritage social fort et à promouvoir le développement humain et durable des Jeux. Avec Anne Hidalgo, on partageait vraiment cette ambition d'offrir un nouveau modèle d'organisation des Jeux. Voilà, c'était important pour nous de nous présenter devant le CIO, devant le comité paralympique, avec un nouveau modèle, une rupture quelque part de la manière avec laquelle on pouvait organiser les Jeux. Et pour cela, pour donner de la crédibilité à l'ensemble de la démarche, parce que c'était pas juste de la communication, on s'est dit il faut le partager avec ceux qui connaissent vraiment et ceux qui pourront vraiment nous accompagner correctement sur ce sujet. Aussi surprenant que cela puisse paraître, jamais des Jeux Olympiques n'ont été envisagés dans une capitale avec des objectifs sociaux affirmés. Et j'avais à cœur de participer à l'élaboration de cette charte sociale pour qu'à Paris, pour la première fois dans l'histoire des Jeux sans doute, et ça sera en cela une pierre blanche, je l'espère, nous l'espérons, à marquer dans l'histoire des Jeux, la dimension sociale soit affirmée dans la préparation, le déroulement et sur l'après-Jeux Olympiques. Et puis, pour moi, ça doit être une vitrine de la France. Et la France, c'est à la fois de l'innovation technologique, c'est des entreprises performantes, mais c'est un modèle social qui est légèrement différent d'autres pays. Et donc, je suis très fier qu'on ait pu innover, puisque finalement, cette charte sociale, c'est une innovation, ça n'a jamais été fait. Alors, il y a des engagements qui sont forts, qu'on va essayer de tenir, parce qu'il y a des choses qui sont compliquées à tenir. Il faut des compétences, il faut de la formation. Mais on est tous, et au nom des employeurs, ou des entrepreneurs très fiers de l'avoir signé. On est parti sur un modèle dans lequel on présentait des éléments de réussite, des éléments de solutions qui permettent d'aborder des soutiens populaires, des soutiens d'expression de jeunes, d'expression de sportifs, de non-sportifs, des gens qui avaient besoin de retrouver des sécurités dans la façon d'aborder l'expression des Jeux Olympiques et Paralympiques. Pour eux, c'était quelquefois un modèle un peu incompréhensible. Et nous, on apporte des éléments concrets qui font que chacun peut y participer. Parfois, on sait que certains grands événements sont soumis à la critique parce que la question des embauches, la question de la précarité n'a pas été vue en amont. Et ça, ce sont des sujets qu'on ne peut pas traiter une fois que les Jeux sont en place et organisés. C'est en étant vigilant longtemps avant, 6 ans avant, qu'on sera, je pense, vertueux et respectueux, qu'on va inventer sûrement des choses utiles. Il va y avoir beaucoup de chantiers de bâtiments, il va y avoir beaucoup de besoins de main-d'œuvre, de personnel dans les chantiers de bâtiments. On sait qu'aujourd'hui, en fait, même s'il y a un taux de chômage encore important, les entreprises peinent à trouver les personnels. Donc ça veut dire commencer dès maintenant à travailler sur les processus de formation, ce qu'on a déjà commencé, et d'insertion. C'est-à-dire, moi, je suis convaincue que cette charte, par exemple, sur l'accès à l'emploi, elle va permettre de développer, notamment en Seine-Saint-Denis, dans les endroits, les territoires où les sites de compétition
pétitions vont être construits, de pouvoir aller repérer, chercher, former des jeunes qui sont aujourd'hui peut-être, et des moins jeunes, loin de l'emploi pour les ramener vers l'emploi. C'est concret. Le prochain défi avec ces organisations, c'est de travailler sur une cartographie précise des emplois. Ça veut dire que voilà, dans l'année qui vient, dans les mois qui viennent, on va travailler sur une définition très précise des centaines de milliers d'emplois qui seront créés grâce au jeu et comment, quelque part, on va pouvoir préparer les acteurs locaux à pouvoir y répondre. Et ça va laisser vraiment un héritage parce que ça n'a jamais été le cas. C'est une première et c'est très concret. On veut pouvoir mesurer l'impact de cette charte sociale. Toutes les organisations syndicales et d'employeurs représentatives au plan national ont signé cette charte sociale. Mais c'est un message majeur. On peut bâtir des projets ensemble, en s'écoutant, en discutant et en arrivant à un compromis dans lequel chacun se retrouve. C'est un symbole d'une portée considérable, surtout dans les temps que nous traversons. C'est un événement, c'est la première fois que dans la construction, l'organisation des Jeux Olympiques, on dit il y a les sportifs, c'est l'essentiel, mais il y a des gens qui en amont, pendant, et puis ça se pose aussi après, vont œuvrer pour les Jeux Olympiques. C'est les invisibles, mais ils ont toute leur place et il faut qu'ils aient des droits. Et moi je pense que c'est un bon exemple, évidemment pour l'avenir, mais d'abord pour montrer que le social et la compétition, on pourrait dire, c'est pas incompatible. Parce que cette charte, elle va nous permettre, par exemple, en amont des Jeux, de veiller à ce que des contrats de travail soient signés, que le droit à la santé au travail soit respecté, que du travail informel ne s'installe pas, chose qu'on a vue dans d'autres événements, y compris à Paris il y a quelques années. Le sport, c'est d'abord un outil de fraternité. C'est un formidable outil de fraternité où on s'affronte pacifiquement avec des règles du jeu qui sont fixées et on essaye évidemment de gagner, mais où normalement règnent de bonnes conditions de vivre ensemble. C'est d'abord la première chose de sport. Si le sport permet de faire avancer les causes politiques, ça a été le cas parfois, il faut s'en saisir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément de la vie qui, à un moment donné, n'est pas traversé par une réalité du travail. Je crois qu'avec cette charte sociale, avec le fait qu'à chaque fois on s'interroge quand on va à un événement sportif, la façon dont il a été monté, la façon dont les gens qui y travaillent pour qu'on passe un bon moment sont traités, on aura progressé. Mais on en est encore assez loin. Les grands événements sportifs comme les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde, que ce soit de football ou de rugby, sont devenus en réalité aujourd'hui des entreprises, on va dire globales, à enjeux économiques forts. Donc ça concerne beaucoup de monde, beaucoup d'entreprises avec leurs sous-traitants, des multinationales, et puis du même coup beaucoup de salariés et des salariés qui vont avoir un emploi, dans quelles conditions, pour quelle durée, quelle pérennité, quels effets induits à plus long terme en termes d'emploi justement, de croissance économique. Et donc du coup, il y a une question sociale majeure. Donc la raison que l'on s'y intéresse en tant qu'organisation syndicale, elle est de s'assurer que les conditions de réalisation qui sont en amont, pendant et après, eh bien, sont bien respectueuses des normes sociales du pays et des normes sociales internationales, puisque ça concerne évidemment plus que le pays où les Jeux vont se tenir. C'est la première fois au niveau mondial que nous sommes en capacité de créer une telle charte qui intègre beaucoup de choses dedans au niveau social. Et ça, c'est vraiment un point important pour nous parce qu'on sait que quand ces grands événements sont mis en place, il y a derrière une dimension sociale qui est souvent oubliée. Et donc dans cette charte sociale, il y a des points très intéressants qui sont repris. Je pense notamment aux normes internationales du travail, donc de l'OIT qui sont repris dans le sens où on s'engage à les respecter. Et vous avez plusieurs pays au niveau international qui ne respectent pas ces normes fondamentales. Donc par exemple, ce point précis de la charte est intéressant. Le deuxième, c'est la lutte contre la précarisation, puisque à travers cette charte, on essaye de garantir des emplois pérennes, des emplois sur le long terme. Donc
C'est un aspect aussi très intéressant de la charte. Le seul truc, c'est qu'il y a la réalité après des faits. Et dans la réalité, on sait que les JO ne sont pas déconnectés, par exemple, du Grand Paris, et que dans le cadre du Grand Paris et dans la construction des infrastructures du Grand Paris, on a annoncé que 64 000 salariés détachés seraient présents. Donc même si on limite peut-être au niveau des infrastructures spécifiques des JO le recours au travail détaché, on sait quand même qu'il y aura des travailleurs détachés, il n'y aura pas que des travailleurs locaux sur les chantiers. À ce moment-là, vu qu'on sait qu'il y en aura quand même, il faut qu'on soit en capacité de réagir. Et cette charte, je trouve, peut être un excellent moyen de réagir sur quelque chose de concret, puisque ce problème se pose très sérieusement, c'est quand même beaucoup d'exploitations liées à ce système. Donc ça, c'est très concrètement ce que la charte pourrait faire sur la question de l'emploi, sur la question de la protection, la prévention donc évidemment de l'exploitation, l'information sur les droits et la défense aussi des droits des salariés. Nous avons pris une disposition législative dans la loi olympique déclinant pour la Solideo, l'établissement public qui est l'un des acteurs de la gouvernance des Jeux, comme on dit. Le législateur a décidé qu'une charte pour l'emploi et l'insertion, au contenu déjà beaucoup plus précis que la charte sociale, en constituerait la première déclinaison. Alors la Solideo, c'est la structure qui, à côté du COJO, a en charge de construire tout ce dont on a besoin pour accueillir les Jeux à Paris en 2024 et de construire tout ce qui va rester après les Jeux. Et nous avons pour mission de construire une quarantaine d'objets. Pour caricaturer les choses, le COJO fait tout ce qui est provisoire, je fais tout ce qui est permanent. Quand on va mettre en place une tribune provisoire, la tribune elle-même, c'est le COJO qui l'a fait. La dalle en béton qui restera après, sur laquelle on pose la tribune, c'est moi qui l'a fait. Nous devons tout livrer au 1er janvier 2024, 6 mois avant les Jeux. On est bien dans cette idée que les Jeux, ça va bien au-delà des 43 compétitions sportives qui vont être là. Il y a un effet d'entraînement pour l'ensemble du pays et il y a un effet d'entraînement pour tout un territoire. Et ça, dès le début, à peu près, c'est présent dans le dossier de candidature, mais affirmé beaucoup plus clairement juste après Lima, juste après le moment où on a récupéré les Jeux, on nous a dit quelle est la dimension sociale que vous allez mettre en œuvre à l'occasion des Jeux. Et c'était une des premières questions avant les questions de développement durable, avant presque les questions de calendrier. On va faire la lutte contre le travail illégal, contre les discriminations. On va veiller au bon respect des conditions de travail, sur l'hygiène et la sécurité. Enfin, voilà. Pendant ces 2 fois 15 jours de Jeux olympiques et paralympiques, la moitié des épreuves vont se dérouler sur le territoire de pleine commune, entre le stade olympique, le centre aquatique olympique, et puis aussi la présence du village olympique où les athlètes seront rassemblés. Donc on est dans la partie la plus centrale finalement de cette candidature et les JO vont se dérouler effectivement en grande partie sur ce territoire de pleine commune. Cette candidature, c'est d'avoir fait le choix de se dire on est sur un territoire qui est un territoire avec des populations qui sont en difficulté, avec un territoire qui a été particulièrement meurtri par des infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires durant le siècle dernier et même un peu avant, et qu'il y avait une nécessité de réparer finalement ces nuisances, ces dommages. Et d'une manière très, très volontariste, en tout cas très volontaire, la maire de Paris, l'ensemble des acteurs ont dit c'est aussi les Jeux de la Seine-Saint-Denis et de ce territoire de pleine commune. Donc l'héritage social, et plus que l'héritage social, enfin l'héritage ça commence demain matin, est partie intégrante de cette candidature et sans doute de l'obtention aussi des Jeux à Paris. Le CIO est confronté aujourd'hui à une sacrée contradiction entre l'effet Jeux olympiques, enfin le fait que ça soit le plus grand événement médiatique du monde, et le fait qu'ils aient de moins en moins de villes candidates. Je crois que ça les a marqués, je crois qu'ils ont compris qu'on ne pouvait plus simplement surfer sur l'image des Jeux olympiques et qu'il fallait à tout prix que cette épreuve, ce moment olympique, s'enracine, finalement, s'enracine dans un contexte socio-économique et que les populations concernées puissent s'approprier l'événement.
Et il y a eu le choc de Boston. Boston, aux États-Unis, était une ville candidate et référendum de la population, et les Américains, ville, pays de l'entertainment, pays qui vibre ces événements normalement, dit non, pas chez nous. Bienvenue au Canot, la maison des économies solidaires et innovantes. Là se pose la question du modèle. Qui demain va vouloir organiser ça? Donc il faut changer les choses. Et c'est à ce moment-là que Thomas Barr appelle le professeur Yunus économiste, banquier et prix Nobel de la paix. Pourquoi? Parce qu'il a inventé le microcrédit. Il a sorti des millions de personnes dans la pauvreté grâce au microcrédit et grâce à la Grameen Bank. Il est prix Nobel depuis 2006 et Thomas Barr lui demande de venir parler à tous les membres du CIO pour leur expliquer comment cette économie positive, ce social business, cette économie sociale et solidaire pourrait réinventer les jeux et être vraiment partie prenante des jeux. En réalité, tous les secteurs sont concernés, que ce soit de la structure de conseil, il y a des experts comptables en économie sociale et solidaire, des avocats, il y a des banquiers aussi en économie sociale et solidaire. Voilà, tous les métiers nécessaires à la réalisation de jeux, de grands événements sportifs se retrouvent dans cette économie-là. L'acceptation des jeux par l'opinion, c'est pas des jeux réussis. Bien sûr qu'il faut réussir les jeux. Bien sûr qu'il faut gagner des médailles aux jeux. Bien sûr qu'il faut que ce soit une grande fête nationale. Mais la vraie réussite des jeux, c'est s'ils démontrent aux Françaises et aux Français et au monde entier leur capacité à transformer. L'essence même de Paris 2024, au-delà de l'organisation d'un événement absolument merveilleux et formidable qu'il faudra réussir et qu'on va réussir, c'est de savoir le sens qu'on lui donnera de manière partenariale. Il y a des acteurs sur le terrain qui sont en charge et qui sont responsables. Nous, on a fixé des objectifs, on a fixé des buts, on a des envies, et on va cheminer. On a 5 ans et demi pour faire en sorte que ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a envie de générer comme objectif, et notamment sur tous les aspects sociétaux, sur tout le sens que peuvent donner ces jeux, et ben on les réalise. On s'est vu effectivement il y a quelques mois pour la signature de la charte et là on commence à être dans la mise en œuvre concrète. Il y a un forum mondial du sport qui est réuni aujourd'hui dans les locaux de l'UNESCO et il nous semblait tout à fait opportun de venir présenter la logique de la charte sociale, ses ambitions, son originalité quant à sa construction, la présence des organisations syndicales, les objectifs, avec la prétention, peut-être démesurée diront certains, mais avec la prétention que du point de vue social, les Jeux Olympiques à Paris créeront un précédent à partir duquel le Comité international olympique devra s'inspirer pour l'organisation des Jeux futurs. Sport, because it involves young people, has to speak out about the future of young people. And I'm really very keen to see the centre being able to give a leadership on that and encourage all of the stakeholders, the very significant, powerful stakeholders that are now involved in this centre, to use their voices on behalf of sport and young people to say, we need a safe future, a better future for all, but we need to do a great deal now in order to get there. I think the social charter for Paris 2024 is a really good practice. I understand it's the first time that you have that tripartite social charter at the heart of the organising committee and the Paris 24 going forward. I hope it'll also form very much part of Paris 24 legacy and that it will strengthen the rights of workers, the rights of athletes, the voices of those who feel that their voice needs to be heard in Paris 24, and that will reflect well on that organisation. Aujourd'hui, nous sommes le 24 janvier 2019
Et nous sommes ici dans les bureaux de la direction Impact et Héritage. Nous avons investi ces bureaux il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, le 8 janvier, donc c'est encore un petit peu bricolage, mais bientôt les armoires seront remplies et il y aura des dossiers partout. Quand on a posé la question aux Français, et on a mené beaucoup de concertations publiques dans beaucoup de lieux en France, on a tout de suite senti que les gens avaient envie que ces jeux soient utiles. Et de fait, ça nous a amené à se dire qu'il fallait construire une stratégie sur ces sujets d'héritage, sur cette dimension sociétale du projet, pour qu'on ait l'adhésion de la population tout au long des années qui nous amènent aux Jeux. Notre ambition, c'est pas seulement de parler de sujets d'héritage après les Jeux, comme c'est souvent le cas, mais surtout de montrer que la dynamique, elle est en route dès la phase de préparation des Jeux. Permettre aux Français d'être acteurs de ces Jeux, voilà, c'est vraiment notre objectif premier. Je crois que ce qui s'est passé depuis quelques mois en France le démontre. Les Français ont envie de jouer un rôle actif, ils ont envie d'être associés à l'action. Et avec Paris 2024, que ce soit pour les emplois, que ce soit pour les marchés, que ce soit pour la fête qui va être organisée, les Français pourront être associés de l'intérieur à la réussite de l'événement. On a deux types d'impact. Le premier, c'est la modélisation des Jeux, c'est-à-dire comment on arrive à définir un nouveau modèle d'organisation des Jeux qui soit durable, attractif pour un territoire, qui soit solidaire, inclusif. Le deuxième axe, c'est ce qui est plus lié à véritablement l'héritage, c'est-à-dire l'ambition que l'on a, notre vision, qui est celle de faire bouger les Français, d'éduquer les Français par le sport et de changer les regards. Ça, c'est vraiment au cœur de notre vision. Quand on dit le sport change des vies, on se dit que le sport est utile dans ces trois domaines. qu'on attend de ces Jeux, c'est une augmentation du taux de pratiquants. Dans le sport fédéré, dans le sport pour tous, dans la pratique des personnes en situation de handicap. Si on augmente le nombre de pratiquants, ça veut dire qu'on a réussi au travers des Jeux, au travers de la communication, au travers de la performance de nos athlètes, à ouvrir le champ des possibles. C'est-à-dire que maintenant les gens en situation de handicap sauront que faire du sport c'est possible, que ça existe près de chez eux, qu'ils n'auront pas cette autocensure, que le corps médical les encouragera. En fait, ça montrera que ça y est, les personnes en situation de handicap ont pris conscience qu'elles avaient des compétences, qu'elles avaient des connaissances, qu'elles pouvaient les mettre à profit du sport. Et le deuxième marqueur qui serait essentiel, c'est qu'une fois que les gens l'ont compris dans le sport, ça se transcrive aussi dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que on est vraiment des personnes en situation de handicap qui comprennent que, bah oui, on est parfois prisonnier de son esprit, parfois prisonnier de son corps, mais pour autant on a des compétences, on a des connaissances, et dès l'instant qu'on vit dans un monde adapté, dans un monde où on nous considère, on peut mettre ces compétences à profit. Et finalement, cet accompagnement dans le développement des compétences, dans le fait d'ouvrir le champ des possibles, pour nous, c'est vraiment quelque chose auquel on veut contribuer. On a cet outil du sport qui permet de le faire. Et finalement, cette charte sociale va permettre d'accélérer pour essayer de récupérer des personnes, de faire naître des compétences, de découvrir de nouveaux métiers. Et ça bénéficiera également à la communauté des personnes en situation de handicap. L'enjeu, c'est autant de réussir les Jeux que l'avant et l'après-Jeux. Et en ce sens, la charte sociale constitue dans cet édifice une pièce absolument fondamentale. Je pense qu'on peut pousser cet héritage au-delà des frontières nationales et je pense qu'on pourra faire la démonstration qu'on n'a pas d'autre choix. Moi, je suis de plus en plus convaincu qu'on construira la ville de demain pour qu'elle soit durable, pour qu'elle soit vivable, autour de ce que j'appelle les 5 P. Le projet partenarial, public, privé, population. Donc si on réussit quelque chose ici, dans un contexte où on est tous en train de se réinterroger sur nos pratiques, sur le mode de développement, sur le mode de croissance, sur la façon d'associer les habitants à ce mode de croissance, je pense qu'on n'aura pas perdu notre temps et je suis de plus en plus convaincu qu'il y a de plus en plus de gens qui seront preneurs. Moi, je serais extrêmement fier de ce qu'on aura fait si le village olympique préfigure ce à quoi une ville européenne ressemblera en 2030. C'est-à-dire si on est capable de montrer et à nos concitoyens, mais également au monde,
qu'en France, grand pays de bâtisseurs, hein, on a Haussmann, on a Le Corbusier, etc., on est capable aujourd'hui d'inventer ce à quoi la ville de demain devra ressembler. Et ça, je pense qu'on a une occasion assez unique de démontrer des choses à cette occasion-là. Et je pense qu'on a les constructeurs, on a les entreprises, on a les concepteurs, on a les architectes, on a les urbanistes, et on a les politiques pour le faire. Maintenant, il faut que tout cet ensemble réussisse et qu'on décide collectivement d'aller un petit peu plus loin, parce que les jeux nous permettent d'aller un petit peu plus loin. Si ces jeux sont réussis sur tous les plans, mais aussi sur le plan économique et social, on peut imaginer que ça serve de point d'ancrage à d'autres événements internationaux, que ça soit finalement un label qui puisse nous servir à gagner des appels d'offres ailleurs. Après tout, il y a Los Angeles en 2028. Alors c'est un modèle très différent, mais peut-être qu'on a des choses à leur apprendre. Et plus globalement, on voit bien d'ailleurs avec les événements récents qu'on cherche un point d'équilibre en France, en Europe, entre une économie extrêmement dynamique, mais qui a certains inconvénients, et puis un modèle très hérité de la Seconde Guerre mondiale, mais qui n'arrive pas à suivre la vitesse de mutation et de transformation du monde. Donc peut-être, c'est peut-être trop tôt pour le dire, que ces Jeux Olympiques, cette charge sociale qu'on a réussi à signer, peut nous aider à servir de modèle. Non, c'est réussi s'il y a la création d'emplois de qualité qui valorisent les compétences, qui sont valorisants à travers les rémunérations, qui ne sont pas précaires, qui sont durables. C'est réussi si ça permet à des jeunes de s'insérer dans le monde professionnel là où ils en sont discriminés aujourd'hui. C'est réussi si les conditions de travail pour réaliser un certain nombre d'équipements sont de bonne qualité. C'est réussi s'il y a un dialogue social performant, c'est-à-dire qui prend en compte les intérêts des travailleurs avec les différents employeurs, mais y compris avec le COJO. Donc c'est réussi si on est socialement responsable, si les JO sont socialement responsables. Si on arrive à faire cela, je pense qu'on aura un avant et un après JO 2024. Depuis un an, je peux vous dire que ça avance. Aujourd'hui, on a des premiers outils très concret. On sait de combien d'emplois on va parler. À peu près 150 000 emplois seront mobilisés autour de ces jeux. De combien de marchés seront ouverts grâce aux jeux. On parle à peu près de 5 milliards d'euros qui seront ouverts pour les entreprises. Et concrètement, comment est-ce que ces entreprises vont pouvoir se préparer dès aujourd'hui à répondre à ces marchés, avec 2 plateformes qui ont été lancées d'ores et déjà à destination de toutes les entreprises, les petites, les moyennes, mais aussi celles de l'économie sociale et solidaire, pour que ces jeux puissent vraiment profiter au plus grand nombre. Ça serait très prétentieux pour moi aujourd'hui de dire que ça doit être le modèle pour les éditions à venir. Je pense qu'on pourra toujours faire mieux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous, on est en train de construire un nouveau modèle, que ce modèle, il va servir forcément de nouvelles références et il sera probablement encore amélioré. Mais en tous les cas, ce sera très difficile de revenir en arrière. Et aujourd'hui, la dimension sociale de cet événement planétaire, elle est vraiment bien installée au cœur de l'organisation. Au niveau international, enfin nous on en a quand même beaucoup discuté au sein du syndicat international, au sein du syndicat européen. Cette charte sociale est suivie de près parce que on espère que si elle est mise en place et qu'elle est suivie d'effets concrets au niveau avec la dimension sociale qu'elle porte, on espère que ça sera un modèle à mettre en place dans toutes les organisations d'événements sportifs. Donc on la suit de très très près et on est optimiste quand même d'une certaine manière parce qu'on se dit si on est capable de mettre en place une telle dimension sociale liée au sport, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Avec le charte social, on franchit un palier supplémentaire. Les partenaires sociaux, côté syndical, Bernard Thibault était très actif, côté patronal, c'était M. Roux de Bézieux qui ont vraiment donné l'exemple. Je pense que c'est extrêmement important, c'est vraiment quelque chose qui va laisser, je pense, des conséquences pour l'avenir, des conséquences très importantes pour Paris, pour la France, mais aussi pour la suite de cette histoire qui n'arrête pas là. Nous avons déjà vu des conséquences parce que
aussi des autres villes candidates, soit maintenant l'Italie et la Suède pour le jeu d'hiver 26, ont en effet pris contact déjà avec tout le mouvement social dans leur pays, et ils ont démontré une fois de plus le pouvoir que le sport possède pour unifier les gens et pour, dans ces cas-là, pour contribuer aussi au développement social. Alors là, je pense que nous sommes en très bonne route. Et à la fin, c'est toujours aussi à chaque ville et pays hôte de s'adapter là au standard social de leur pays. Là, il n'y a pas une solution qui plaît et qui est valable pour tout le monde. Moi, je suis non pas naïf, mon expérience syndicale me fait dire que même une fois des textes rédigés, et c'est vrai d'ailleurs, même dans un pays où le poids de la loi est très fort, il faut sans arrêt se battre parfois pour faire respecter la loi. Bon, mais il vaut mieux avoir des textes de référence et se battre pour les faire respecter que d'avoir une feuille blanche et de partir du néant. Il y a des engagements et il y a des dispositifs. Et le fait que les représentants des travailleurs siègent au conseil d'administration qui organise les Jeux, pour moi, est un gage de prise en compte sérieux de cette dimension sociale. Cette charte sociale, elle fait l'objet de la mise en place d'un secrétariat général. Il va se réunir tous les 2 mois, siège dans ces réunions du coup l'ensemble des signataires de la charte, donc les partenaires sociaux, plus le comité d'organisation et la Solidéo qui est en charge de la livraison des équipements. Et là, effectivement, on met les sujets sur la table et on voit comment on avance. Pour être à la fois présent et en même temps sur les chantiers pour aller vérifier un peu les mises en œuvre des conditions de travail. Parce que si on reste dans un bureau, si on a des documents à distribuer, etc., c'est pas suffisant. Comment va-t-on s'engager? Comment va-t-on s'assurer qu'on va bien aller proposer des opportunités à des publics fragiles? Comment on va bien s'assurer que les parcours de formation qu'on va créer vont développer de l'employabilité réelle qui va dépasser les simples Jeux olympiques et paralympiques, mais qui vont permettre à ces jeunes, auxquels on mettra le pied à l'étrier, de décrocher un job derrière Paris 2024. Donc ce rôle de vigie, on en a tout à fait conscience, on sait que c'est ambitieux, mais maintenant on avance aussi pas à pas, les objectifs sont affichés et maintenant on se donne les moyens de travailler. Moi j'ai vraiment senti dans le comité d'organisation des Jeux Olympiques une vraie volonté sur des Jeux Olympiques qui respectent les règles sociales. Si il devait y avoir des abus sociaux, le non-respect de cette charte, des contrats de travail qui sont pas valides, etc., la CFDT, elle se mobilisera, elle sanctionnera, elle attaquera. Mais moi, j'ai senti de la part de Tony Estanguet et d'autres la vraie volonté de s'engager sur des jeux qui soient propres socialement et propres au niveau écologique. Si la charte n'est pas respectée, par exemple, il risque d'y avoir des tensions sociales, ça c'est sûr. Mais il faut reconnaître que du côté du patronat, en tout cas de ce que j'ai compris, puisque nous les avons accueillis il y a quelques jours ici à la CGT pour mettre en avant cette charte, que le départ est plutôt bon, puisqu'on est dans le sport, on a pris un bon départ. Je crois que la vraie force de Paris 2024, c'est que grâce à votre mobilisation, à la mobilisation encore une fois de tous les acteurs, on a un coup d'avance. Et aujourd'hui, si on veut réussir le volet social des Jeux, ça veut dire qu'il faut qu'on continue à anticiper. Il faudra être vigilant, il faudra sans doute de temps en temps taper sur la table. Moi, je l'ai fait dernièrement là dans l'équipe parce que je sentais qu'il y avait des choses qui pouvaient échapper. Il ne faut surtout pas se laisser dépasser par le timing et par l'urgence de ce timing. Mais régulièrement de faire le point, chantier par chantier, là où on en est, combien d'heures d'insertion, est-ce qu'on est en retard, est-ce qu'on n'est pas en retard, pour qu'il y ait un contrôle, au bon sens du terme, un contrôle politique et de tous les décideurs,
pour qu'à aucun moment on nous dise oui mais ça c'était de l'annonce et de fait ça n'a jamais marché. Ne simplifions rien, toujours veiller à ce subtil équilibre entre ce qui est de l'initiative des acteurs. Je rappelle qu'il y a le mouvement sportif, qu'il y a aussi les collectivités territoriales, au premier rang desquelles la ville de Paris, et donc les partenaires sociaux qui doivent être à la manœuvre. Mais l'État, tout en les respectant pleinement, doit aussi avoir son rôle et sa place. Parce que, moi j'y crois, la France, on parlait de ses valeurs, on parlait de son rôle dans le monde, c'est aussi son État. C'est l'État qui a fait la France, c'est l'État qui doit, dans ces événements-là, être aussi présent, à sa place, comme garant, comme acteur important, et j'entends bien que dans la mise en œuvre de la charte, à côté des partenaires, en les respectant, il puisse jouer son rôle. On n'a pas choisi la facilité, on a plutôt choisi l'excellence sociale comme modèle de réussite. On a l'ensemble des acteurs qui sont mobilisés, les acteurs publics, les entreprises, les acteurs de l'insertion, de la formation, de l'apprentissage, de l'emploi. Tout le monde a envie d'en être, tout le monde a envie de contribuer à ce succès collectif. Et ça, c'était un premier pari qui n'était pas si simple il y a un an, au moment où on a lancé cette initiative. Donc moi, je suis très heureux de ce départ. Maintenant, j'ai été sportif de haut niveau et je ne vais pas faire le malin aujourd'hui parce que je sais que la marche est encore très grande et je vous donne rendez-vous dans un an pour faire un nouveau bilan. Si je devais être athlète de haut niveau, si je n'étais pas moi, mais je serais une gymnaste. C'est incroyable de les voir sauter en l'air, c'est en vol. Si jamais la pétanque était sélectionnée parmi les sports olympiques, à ce moment-là, cher Bernard, je propose même qu'on s'inscrive sous forme de doublette tous les deux. Eh bien, pourquoi pas? Un challenge de plus, c'est le moment, hein? Allez, go! Moi, par exemple, je suis très impressionné par les sauteurs à la perche. Il y a de la course, de l'agilité, de la souplesse, tout le contraire de moi d'ailleurs. Je pourrais m'entraîner pour devenir champion olympique de saut à la perche. Je me vois moi sur un terrain de foot pour essayer de gagner les JO. Fondamentalement, je crois que c'est les sports collectifs qui m'ont toujours attiré. En 2024, je serai, c'est pas non, je serai un des relayeurs de la flamme olympique. Alors, moi, si j'avais le choix, je prendrais probablement le triathlon. D'abord parce que j'ai déjà fait plusieurs fois le triathlon de Paris dans la Seine et que c'est un moment assez incroyable de nager dans la Seine. D'ailleurs, je donne rendez-vous à Tony Estanguet pour le triathlon amateur qui aura avant les Jeux Olympiques. Avec le handicap de l'âge, j'ai peut-être une chance. Je crois que ça sera un sport où il faut tenir sur la durée, parce que je crois que c'est ce qui peut le mieux illustrer la pérennité du message qu'on essaiera de développer à travers ce film. Donc beaucoup d'endurance, peut-être un marathon, quelque chose comme ça.